Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Karine, Merci d'avoir accepté notre invitation. mais c'est un plaisir. Alors, vous êtes auteur, animateur de radio, directeur éditorial d'Historia, cette revue légendaire, homme de scène aussi, ce qui est peut-être plus inattendu. Alors, si je devais résumer toutes vos activités en un seul mot, je dirais que vous êtes un conteur. Ce qualificatif vous convient-il et qu'éveille-t-il en vous? Dans les années 2000, j'étais à l'époque animateur sur Europe 1 et le patron d'Europe 1, c'était Jérôme Bellet. Jérôme Bellet était aussi le producteur d'une émission qui à l'époque avait un énorme succès qui s'appelait C'est dans l'air, présentée par Yves Calvi. Et je voyais que très régulièrement, au moins une ou deux fois par mois, ils invitaient des historiens, toutes sortes d'historiens, pour donner un avis d'expert sur quelques aspects qui étaient évoqués dans l'émission. Et je n'étais, moi, jamais invité. Donc je suis allé voir Jérôme Bellet. J'ai pris mon courage à deux mains, là, et je lui dis, parce qu'il était difficile, Jérôme, hein. Je lui dis, mais Jérôme, pardon de vous demander ça, mais pourquoi est-ce que vous ne m'invitez jamais dans C'est dans l'air? Il m'a dit, parce que vous n'êtes pas un historien, vous êtes un conteur. Et sur le coup, ça m'avait beaucoup choqué et vexé. Et puis avec le temps, en me connaissant mieux, en étudiant un peu tout ce que j'ai pu faire, effectivement, dans tous les domaines possibles pour faire passer l'histoire, pour transmettre le savoir historique au plus grand nombre, je me suis rendu compte que son diagnostic, exprimé sans doute d'une façon un peu brutale, n'en était pas moins très juste. Je suis un conteur, j'aime raconter l'histoire, et jamais je n'ai conçu l'histoire autrement que dans la manière de la raconter, sous toutes les formes, que ce soit dans des livres, dans des articles, effectivement sur scène, dans des one-man shows, à la télé, à la radio, bien sûr dans Historia maintenant, ou même à la Cité de l'Histoire, c'est-à-dire dans un parc d'animation qui permet de faire passer un certain nombre de grandes idées historiques de la manière la plus immersive qui soit. Vous transmettez le goût de l'histoire tout en éveillant la réflexion. En effet, vous balayez un certain nombre d'idées reçues relatives à certains grands événements historiques ou à certaines grandes figures. Est-ce que ça veut dire que le passé, finalement, n'est pas figé? Je suis convaincu que l'histoire s'écrit en permanence, que les nouvelles sources qui apparaissent, que les nouvelles perspectives qu'adoptent les chercheurs, d'une façon générale aussi les échos que l'époque dans laquelle sont écrits les travaux historiques, tout ça renouvelle en permanence cette matière vivante qu'est l'histoire. L'histoire n'est pas écrite une fois pour toutes, elle n'est pas figée dans le marbre, elle se réécrit en permanence, elle demande aussi d'essayer constamment de gratter un peu le vernis pour aller voir ce qui se trouve sous la surface des choses et de s'approcher, sinon de la vérité, qui peut s'approcher de la vérité, en tout cas de ce qu'on pense en conscience, de la meilleure foi du monde, ce que l'on pense être ou devoir être la vérité. Et j'ai fait toujours ce travail. Ça m'a été énormément reproché sur deux ou trois sujets que vous avez eu la gentillesse de ne pas citer. Évidemment, le site d'Alésia, évidemment, la paternité des œuvres de Molière, ou encore la présence ou non du corps de Napoléon dans son tombeau aux Invalides. Ce sont des sujets que j'ai osé aborder parce qu'il me semblait que des grandes questions se posaient. Ces questions, elles ont été posées par d'autres que moi, qui ont consacré parfois leur vie entière à les mettre en avant. Je trouve dommage que par conformisme ou par manque de, comment dirais-je, par manque de curiosité intellectuelle, certains s'en tiennent à des versions officielles qu'on doit pouvoir constamment remanier. Vous aviez signé Nos rois de France, déjà avec Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil. Comment est née l'idée de ce deuxième volume? Il était difficile de laisser les rois, j'allais dire orphelins ou célibataires en tout cas. Après, au moment même où est paru le premier volume, hein, cet album tiré des émissions de Radio Classique, d'ailleurs le livre est coédité par Perrin et Radio Classique, au moment même où nous avons publié Nos rois de France, déjà nous nous disions que si les choses se passaient bien, un jour il y aurait Nos reines de France. J'étais l'autre soir chez une amie, je lui ai apporté le livre comme cadeau, vous savez, pour un dîner. C'est un grand, bel appartement parisien et ça m'a fait plaisir parce qu'il y avait nos rois de France sur un guéridon qui trônait bien en évidence. Peut-être, sachant qu'elle me recevait, voulait-elle me faire plaisir. Et quand je lui ai donné nos reines de France, elle était toute contente. On aurait dit une collectionneuse à laquelle on donnait le deuxième pan ou le deuxième terme d'une paire. Ça forme une paire en fait. Nous avons nos rois de France et maintenant nos reines de France. 15 portraits
de ces figures féminines appartenant à de nombreux siècles différents, des figures qui certes sont royales, donc ne peuvent pas être comparées dans leur comportement, dans leur destin à des personnes plus anonymes, mais qui restent des femmes quand même. Et c'est très intéressant de voir que grâce à cette royauté, nous pouvons de façon assez précise retracer le destin notamment de quelques femmes du Moyen Âge. Je pense bien sûr à Aliénor d'Aquitaine, mais il y en a d'autres dans le livre. Les femmes entretiennent-elles un rapport différent au pouvoir si on les compare aux hommes? Comment se démarquent-elles? Les reines de France ne règnent pas, vous savez, elles sont les épouses de rois qui, eux, règnent, et le seul moyen qu'elles ont d'accéder au pouvoir en tant que tel, c'est en tant que régente, lorsqu'elles sont la mère d'un roi mineur. Euh, la façon d'exercer le pouvoir par les femmes peut être spécifique. Je ne suis pas un grand spécialiste de la question, il y aurait beaucoup à dire. Il y a peut-être effectivement une certaine conception plus générique, plus globale, plus attentive aux sentiments, aux destinées humaines qui n'apparaissent pas de la même façon chez les hommes. C'est possible, je n'en sais rien. Ce qui est sûr en revanche, c'est que chez ces reines, ce n'est pas le pouvoir qui est en question. Chez ces reines, la grande affaire, c'est la dynastie. Elles sont là pour assurer la continuité dynastique, et c'est par leur ventre qu'elles donnent au roi et au royaume des petits héritiers qui vont faire de nouveaux rois. Et donc c'est ça la dimension, le destin, c'est ça la mission des reines de France, donner du temps à la dynastie. Vos écrivains favoris? Alors, ça tombe bien qu'on parle du questionnaire de Proust, puisque j'ai une passion qu'on doit pouvoir qualifier de dévorante et d'irraisonnée pour Marcel Proust, qui m'accompagne de façon quasi quotidienne depuis plus de 35 ans maintenant. En ce moment, je ne lis pas trop Proust parce qu'à chaque fois que je lis une page de Proust, je suis pendant plusieurs jours sans écrire. Je ne peux pas écrire. Ça me fige complètement, ça m'empêche d'écrire. Et donc, quand je suis en période d'écriture, j'essaie d'éviter Proust. Sinon, j'ai deux grands auteurs qui m'accompagnent, si je puis dire, et qui sont là presque toujours. Bien sûr Saint-Simon, le duc de Saint-Simon. J'allais dire, j'ai souvent eu l'occasion de dire que j'avais appris à lire dans Saint-Simon. C'est pas tout à fait vrai, mais quand j'étais adolescent, ce sont les mémoires de Saint-Simon qui m'ont fait connaître intimement la cour de Louis XIV et qui ont été pour moi une sorte quasiment de lieu d'élection. Je me réfugiais dans les mémoires de Saint-Simon comme d'autres vont se réfugier dans la cabane, dans les arbres, vous voyez. Et puis, il y a un autre auteur qui a joué un rôle absolument essentiel, je dirais, dans ma conscience historique ou dans ma formation. C'est un auteur britannique que j'ai dévoré lui aussi quand j'étais adolescent et que j'ai toujours un peu sous la main. C'est Arnold Toynbee, qui est le grand, comment dirais-je, c'est un historien, il fait de l'histoire comparée, Toynbee. C'est l'homme des civilisations. Il essaie de comprendre comment les civilisations se développent, interagissent. Il essaie de saisir les grands modèles qui ont fait l'histoire de l'humanité. Et ça me passionne par-dessus tout. Et Toynbee, si je devais emmener un livre sur une île déserte, j'emmènerais l'histoire d'Arnold Toynbee. La figure historique que vous auriez aimé rencontrer? J'en ai beaucoup rencontré, et peut-être plus qu'on ne pense, parce que l'imagination permet cela d'imaginer des rencontres. Vous savez, moi j'ai l'impression très souvent d'avoir côtoyé Velázquez, d'avoir eu de longues conversations avec Madame de Pompadour, ou de comprendre intimement un personnage comme Victor Hugo, par exemple. J'ai l'impression de les avoir rencontrés. C'est faux, hein, je suis bien conscient que c'est dans mon imagination tout ça. Mais je pense que lorsqu'Alzheimer fera son œuvre, je finirai par être convaincu de les avoir sincèrement rencontrés. Votre devise? Euh, Ma devise, ce serait la vérité, l'aletheia. Je ne sais pas si cette devise existe et vous me prenez un peu au dépourvu, mais si je devais, là, sur un coin de table, tracer à la diable la devise que j'emporterais pour l'éternité, c'est tout pour la vérité. Merci beaucoup, Franck Ferrand. Merci à vous.